Yo les amis, alors message très rapide avant cette longue interview. Donc avec Vincent, on va parler de beaucoup de sujets. Ça ressemble vraiment plus à une discussion que juste des questions que je lui pose. Donc c'était assez dur de mettre des timecodes. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je pense que vous allez kiffer parce que vraiment c'était un échange hyper intéressant et on aborde plein de sujets comme le parcours inspirant de Vincent, de comment voyager avec peu d'argent, l'importance des rencontres en voyage et comment prendre confiance en soi petit à petit. Donc je pense vraiment que ça va vous plaire. Et juste aussi un petit message par rapport à la luminosité et la lumière, c'est que pour les 15 dernières minutes, donc pour les plus braves et les plus vaillants, la luminosité diminue parce qu'on a tourné en intérieur pour avoir un meilleur son. Donc voilà, rien de bien grave, mais je vous préviens quand même. Donc voilà, bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, évidemment. Prenez votre petit thé et installez-vous confortablement. Salut les amis, alors on se retrouve pour un nouveau format aujourd'hui. Donc j'ai été rendre visite à Vincent, donc Vincent Firelife de la chaîne du même nom, Firelife. Du coup je vous mettrai le lien dans la description. Donc ça me tenait à cœur, donc je vous ai dit que je suis allé en Thaïlande et je reste un petit peu en Thaïlande pour justement avoir l'occasion d'échanger avec d'autres entrepreneurs et de rencontrer des personnes qui m'inspirent justement. Et Vincent, justement, il est spécialisé dans une thématique qui n'est pas vraiment le voyage, donc je vais laisser se présenter. Mais il aborde notamment l'aspect développement personnel par rapport au dépassement de soi et à l'activité physique, qui est une thématique qui me tient à cœur aussi beaucoup et que j'aborde peu sur la chaîne, mais qui est pour moi pas moins importante que le voyage. Donc voilà, Vincent, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Vincent, sur YouTube on m'appelle Vincent Firelife. Ouais, tu parlais de dépassement de soi. Moi en fait à la base je suis pompier. J'ai été 6 ans pompier de Paris. En fait j'ai suivi le cursus classique chez les pompiers. J'ai été jeune sapeur-pompier, pompier volontaire, pompier de Paris pendant 6 ans. Format classique, en tout cas chemin classique pour un pompier. Et durant mon contrat chez les pompiers de Paris, je me suis dépassé dans le sens où le métier, tu te dépasses parce que c'est un métier qui est quand même assez... il te prend pas mal, mais pendant mes vacances, pendant mes vacances, je voyageais. Tu vois, toutes les vacances, je devais de partir faire des aventures. Du coup, je suis parti faire le Kilimandjaro en Afrique. J'ai fait le Mont Blanc, j'ai fait des ultra trails, donc tu sais, des courses de plus de 150 km, course à pied. Okay. Traversé la Diagonale des Fous par exemple, la traversée de la Réunion. J'ai fait le GR20, donc en Corse, une randonnée pareil de 180 km, mais pareil, un peu en solitaire et partie sac à dos. Donc ça c'était vraiment le côté dépassement de soi. Et voilà, après, tu vois, quand t'aimes un truc, tu le fais à fond, tu vois. Et puis après, à la fin de mon contrat, avant la fin de mon contrat, je suis parti avec mon ex de l'époque. On est parti sac à dos, on a tout quitté, parti en voyage. Donc ça, c'est un autre dépassement de soi. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qui a été le déclic, justement? Qu'est-ce qui t'a fait tout balancer d'un coup c'est un peu une cumulation de beaucoup de choses, en fait. On était à Paris, on était un peu dans une routine, tu vois, qui nous pesait un peu. C'était un peu compliqué à ce moment-là, un peu à la limite du burn-out, tu vois. Okay. Beaucoup plus pour elle que pour moi, parce que moi j'étais heureux pompier, tu vois. La preuve, j'en fais une chaîne YouTube et je parle que de ça. Donc ça t'a un peu fait chier de partir entre Non, pas du tout, parce que j'étais amoureux. Ouais, okay. J'étais un peu dans le truc et tout, puis je la voyais triste, donc j'étais triste. Et nous on était heureux que quand on voyageait au final, et c'était un peu devenu une évidence en fait. Tu regrettes pas du tout? J'ai regretté, okay. Grave, j'ai grave regretté. Mais c'est la vie. Des fois, tu fais des choix et je peux même pas dire que ce choix m'était imposé parce qu'on l'a fait ensemble, tu vois. Bien sûr. Tu vois. Et c'était une aventure extraordinaire. On a voyagé pendant 2 ans avec pas beaucoup d'argent. Pendant 2 ans, on a fait quasiment que dormir chez l'habitant. Tu vois, donc déjà, le voyage était extraordinaire en soi, tu vois. Donc c'était vraiment, t'allais chez les gens, etc. Tu n'utilisais pas des applis comme Couchsurfing, c'était vraiment... Si, Couchsurfing, bien sûr. Mais dans mon voyage, j'utilisais ce moyen de voyager. Couchsurfing, pour ne pas avoir à payer le logement. Donc c'est typiquement la personne qui va vous offrir le logement. Donc ça c'est gratuit, donc du coup on peut le faire partout. Couchsurfing, il y a une autre application, c'est un site internet qui s'appelle Helpix. Yes, tu connais. Yes, je connais. Donc Helpix, c'est le même type d'hébergement, sauf que la personne, vous travaillez pour elle en échange, et elle vous nourrit.
Voilà, c'est ça la différence. Elle vous nourrit et vous dormez chez elle dans une chambre. Vous dormez chez elle, elle vous nourrit et vous travaillez un peu, quelques heures. Ça peut être faire le ménage. On a fait ça en Nouvelle-Zélande. Ok. Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de jardins. C'est comme woofing aussi. Exactement. LPix, c'est woofing. Sauf que LPIC, ça sera plus pour les petites fermes, Ok. tu sais, les fermes familiales. Et pour les maisons, j'ai déjà fait du LPIX dans des appartements, tu vois. Il faut les s'occuper des enfants, jouer avec eux, parler un peu français, anglais. Et c'était ça qu'il fallait faire. Woofing, je connais pas, mais le woofing, c'est la même chose, sauf que c'est pour les plus grosses fermes, je pense, il me semble. Tu vois. Je pense, je m'étais intéressé au PVT Australie et j'avais vu justement, j'avais entendu parler du woofing Ouais. et c'était notamment, mais je crois que le woofing c'est orienté vraiment à les fermes bio Bio, donc, ouais, tout ça. en Australie. C'est très spécifique. C'est très spécifique. Alors que LPIX, l'avantage de LPIX, et c'est pour ça que mon ex a vu ça comme un peu. C'est un peu la solution rêvée pour voyager parce qu'on ne dépense pas d'argent. On a fait 6 mois en Nouvelle-Zélande, on n'a rien dépensé parce qu'on faisait que du LPIX. Tu vois. Et LPIX, t'es chez les gens et, et tu travailles un peu, quelques heures, 3-4 heures par jour, donc c'est pas beaucoup. Le woofing, je pense que c'est beaucoup plus. Non, il me semble que c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Bref, tu travailles pas beaucoup et tu peux tout faire. Tu peux te retrouver à. Nous, on a travaillé dans les champs, dans les kiwis. On s'est retrouvé à garder juste des animaux, à s'occuper des enfants. On s'est retrouvé à faire plein de trucs. Et il y a des annonces. Tu peux aller travailler avec les huskies en Alaska. Tu vois, il y a des annonces. Rien que de voir le truc, tu dis waouh, faire plein de trucs. Donc c'est l'occasion d'apprendre pas mal de choses en fait. Bah, c'est l'occasion de tester. Et ce que j'aime bien aussi dans le LPX et le woofing, c'est que en fait, c'est un échange. C'est un échange de travail, en échange d'un hébergement. Alors que le couchsurfing, après ça c'est assez personnel, mais je trouve que le couchsurfing, du coup, on t'héberge. Donc c'est la personne, elle veut t'héberger, mais tu dépends de la personne, entre guillemets, quoi. J'aime pas avoir ce sentiment de devoir quelque chose à une personne, alors que justement dans le LPX et le woofing, bah, tu travailles pour la personne, donc il y a un échange. Il y a un échange beaucoup plus sain. C'est ça. Après, enfin, on ressentait pareil quand on était chez les gens en couchsurfing et que ils nous donnaient, nous on donnait rien, entre guillemets. Ouais. Donc des fois on se disait ouais pourquoi pas venir avec un cadeau, mais des fois le cadeau si Bien t'apportes sûr, une bouteille de vin, c'est pas forcément ton budget, tu vois. Donc tu le fais pas. Et si tu le fais, bah ça sert à rien parce qu'à la base tu vois, c'est Oui, non, mais économisé, c'est tu vois. Par contre LPIC c'était bien. Et après il y a une autre chose qu'on a vécu, l'exploitation. Tu vois, il y a certaines fois où t'es juste une main-d'œuvre gratuite, tu vois. On l'a ressenti aussi, tu vois. Donc il y a du bien, il y a du moins bien, il faut tester. De toute façon, clair, ça fait c'est une partie de expérience à l'aventure. tester. Et pour justement faire ton premier travail en LPX, etc., faut payer une cotisation ou quelque chose comme ça? C'est une association LPIX, il me semble. Mais c'est un site enfin, je crois que c'est un .org, mais je crois qu'il faut payer, ouais. Je crois qu'il faut payer, je me rappelle plus. Tu connais Workaway aussi? Ouais, c'est pareil. Bah ouais, parce que c'est pour ça, Ouais. Workaway, il faut payer 40 $ je crois C'est pour ça. s'inscrire. Mais 2 ans. Et- C'est valable Ok, 2 ans. ouais, ok. Tu payes pour avoir l'inscription, ce qui permet au site un peu de tenir. Bon, c'est pas très cher, mais c'est aussi pour avoir une validation de confiance en fait, Ouais. je pense, pour les gens. Mm. Parce que comme ça, au moins, les gens ont payé. Puis après, en soi, si t'en fais régulièrement, C'est vite, vite rentabilisé, remboursé. ouais. Ouais. Mais non, ça a vraiment changé notre voyage. Ce qui fait que pendant les premiers mois, on a voyagé certainement un peu comme toi, où tu dépenses, tu vis sur l'argent que tu as dans Ouais. sur ton C'est compte. ça, ouais. C'est ce qu'on faisait à deux. Et après, on a vu ça. On a commencé par Taïwan. Et après, on n'a pas arrêté d'en faire. Et c'était bien parce qu'on on rencontrait beaucoup de gens, on travaillait pour eux. On restait plus longtemps du coup, parce que comme tu travailles, tu fais pas ça pour une journée. Tu Ouais, fais ça c'est pour une semaine minimum. Et donc, du coup, après, tu apprends à connaître les gens, tu vis avec eux. Et ça, c'est des choses qu'on aimait bien. C'était partager la vie en fait. Tu vois, Ça, je pense que c'est un aspect super important parce que j'en parle aussi régulièrement dans mes vidéos, mais le fait d'un peu de t'inspirer de la vie locale, de pouvoir échanger avec des locaux, je trouve que c'est super intéressant, c'est super important quand tu fais un voyage comme ça. C'est le voyage. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas tout le temps évident, dans le sens où, par exemple, en Asie, bah, tu as la barrière de la langue, plus que, par exemple, en Nouvelle-Zélande. Et c'est ça que je trouve que, depuis que je suis en Asie, qui me manque un petit peu, moi, personnellement, c'est de pouvoir échanger avec des locaux, vraiment plus intensément comme ça. Bah, tu devrais regarder LPix ou Workaway. Ouais, carrément. Parce qu'il y en a. Hein. Mais Bah, après, c'est pareil, on en discutait tout à l'heure, mais toi,
quand tu travailles pour un, tu vois, moi avec ce que je fais maintenant, YouTube, Oui, voilà. écrire des livres et tout, j'adore, et ça te prend du temps, workaway, parce que tu vis avec les gens, donc tu travailles pour eux, mais bon, le reste du temps, tu essayes de partager tout ça, donc c'est une autre vision du voyage en fait. C'est clair, mais ça me fait penser aussi que, en fait, juste avant, j'étais au Cambodge, et j'étais dans un homestay, donc c'est les familles du coup qui t'hébergent chez elles. Et c'est cool. Bon, après, elle parlait pas hyper bien anglais, donc tu peux pas trop échanger, mais ça te permet quand même d'avoir ce petit avant-goût de la vie locale. Je dînais avec du coup la personne qui m'hébergeait, il y avait leurs enfants, donc c'était cool, tu vois, ils avaient quelques notions d'anglais, donc c'était sympa. Je dînais avec eux, donc j'étais un peu plus immergé dans la vie locale. Après, voilà, pour échanger, c'était quand même pas facile, mais même dans un environnement où j'avais ma chambre, j'avais ma propre chambre, dans un environnement où justement tu restes quand même chez des gens et que tu peux être dérangé, tu sais, il y a les enfants, quand tu vas dîner, tu peux pas dîner en 10 minutes et après retourner taffer, oui, voilà, et à l'heure que tu veux, exactement, parce qu'il y avait 1 heure pour manger, donc pour te focus sur tes projets, ça reste encore compliqué. Donc comme tu le disais, j'aimerais bien tester Workaway, mais le problème c'est qu'avec la chaîne YouTube à côté et mes projets à côté, ça me permet pas d'être bien focus et je suis pas concentré et je suis pas efficace. Ou alors il faudrait que tu l'associes et tu dises aux gens, dès que tu les contactes, tu leur dis je fais des reportages, ça peut être une autre vision. Après, comme toi tu veux tester, allez je fais 1 semaine, mais pendant cette semaine j'en ferai une expérience pour ma chaîne. Après c'est vrai, ça c'est aussi un angle, tu peux partager ça, super intéressant, effectivement. Ce qui fait que nous on s'est retrouvés à faire ça pendant 2 ans, et après il y a une autre chose qu'on a fait, c'est que on est parti en Californie, États-Unis, donc San Francisco, Los Angeles. On est parti là-bas. C'est cher là-bas, tu vois. C'est pas l'Asie. Très très cher. C'est pas l'Asie et c'est pas la Nouvelle-Zélande. Et du coup, on est parti là-bas. Solution pour voyager là-bas, le stop. Ils aiment pas trop les Américains parce que c'est soit dangereux, soit ils prennent pas en stop parce que soit t'es bizarre en fait. Soit t'es bizarre, en voiture. Il faut tout en voiture. Du coup, c'était soit. Et nous, on voyageait que en stop parce que tout ce qu'on a fait. On a fait le tour des 2 îles en Nouvelle-Zélande, mais en stop. Okay. Tu vois, on a fait le tour de Taïwan en stop. On a traversé la Nouvelle-Calédonie en stop, tu vois, tout en stop. Et dès qu'on est arrivé en Californie, on s'est dit, mais comment on va faire? Donc, ça, c'est mon ex qui a tout géré. Ça, pour ça, elle était forte. On a trouvé un autre site, elle a trouvé un autre site, Warm Shower. Tu connais Warm Shower? Non. Je sais quoi ça? C'est cool si je t'apprends des trucs. Non, Warm Shower, en fait, c'est douche chaude, tu vois. Ouais. Et en gros, littéralement, ça veut dire douche chaude. Donc en gros, c'est la cohésion entre les cyclistes. Ils ont créé ce site, donc c'est une association. Enfin, le site aussi, c'est sur le système participatif, tout ça. Donc tu fais un don, en gros, t'es pas obligé, mais tu peux donner l'argent pour t'inscrire, mais t'es pas obligé. Et en gros, quand tu voyages en vélo, donc c'est pour ça qu'on a pris, et c'était une évidence de voyager en vélo. Quand tu voyages en vélo, tu as ce site qui existe, c'est un peu le Couchsurfing des cyclistes. D'accord. Okay. Ce qui fait que tu écris un message à quelqu'un qui a laissé son annonce, il va te recevoir. À la base, c'était juste pour prendre une douche chaude, tu vois, juste cohésion, on s'entraide. Sauf que le truc a pris de l'ampleur, c'est devenu un peu comme Couchsurfing, ils peuvent te loger, ils peuvent même te nourrir. Il y en a certains, ils ont une case marquée nourriture. Et donc on s'est retrouvé à faire ça pendant 3 mois, en tandem. San Francisco, Los Angeles, on est même allé jusqu'à Las Vegas, on a fait une boucle en Californie, où on faisait que du warm shower. Donc on dormait que chez des Californiens. Au niveau de l'échange, c'était excellent parce que c'était des cyclistes, les mecs, ou les familles souvent, qui nous accueillaient. Ils avaient déjà fait un voyage par le passé, des fois ils avaient fait des aventures extraordinaires. Donc accueillir un couple de Français, c'était normal pour eux en vélo. Et du coup, toi t'arrives, on est crevé, on a fait 100 bornes, on arrive, et puis souvent ils nous aidaient à bricoler notre vélo parce qu'on avait crevé juste avant. Et c'est vrai que c'est génial. Je connaissais pas pour le coup. Mais ça, c'est plus pour les cyclistes. Ok, ouais, c'est pour les cyclistes, mais c'est quand même intéressant. Et c'est dans le monde entier? Ouais, le monde entier, aux États-Unis. Donc pareil, c'est comme tous les sites, je pense qu'il y a des endroits où c'est plus développé qu'ailleurs. Genre en Californie, c'était parfait. Parce qu'il y en avait un quasiment tous les 150 km, donc en vélo c'est faisable. Et les gens étaient vraiment adorables. Donc tu vois, ma vision que j'ai de la Californie est vachement belle parce qu'on a fait toutes ces rencontres pendant 3 mois. Chaque nuit, on dormait chez quelqu'un de différent. Et ces gens-là nous donnaient tout. À peine arrivés sur le parvis de leur maison, ils nous donnaient une bière. C'est top. Ah, c'était génial, tu vois. Alors que LPX, des fois, on s'est fait. On sentait qu'il y avait un peu d'exploitation, qu'on était des helpers, on nous appelait des helpers. C'est ça, en fait, c'est un peu normal, entre guillemets, parce que en gros, les gens qui t'accueillaient
quand vous faisiez votre tour à vélo, c'est des invités. ouais, voilà, des invités. c'est vraiment des personnes qui veulent vous Ouais. héberger et ça leur fait plaisir, alors que LPX, Il y a un tu objectif. travailles pour eux quand même. Donc Ouais. c'est donnant-donnant, C'est entre donnant-donnant, guillemets, c'est c'est plus différent. donnant-donnant, c'est pas juste de la pure gentillesse. Donc Ouais. forcément, il y a sûrement des dérives. Mais, Mais, pareil, hein, Wormshire, il y avait des trucs extraordinaires et des choses moins bien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est des humains, et donc Oui, du coup, exact. comme toutes les rencontres, des fois c'est génial, des fois c'est moins génial. Mais c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte à quel point l'humain, les gens que tu rencontres dans un pays, te fera aimer ou pas le pays. Ouais. Non, mais Je sais c'est pas clair. si t'as remarqué. Non, mais si, complètement. Bah, il y a, par exemple, je reparle de mon voyage au Mexique, mais j'ai rencontré tellement de personnes extraordinaires là-bas. Ça fait partie du fait que, enfin, c'est pour ça que j'adore tellement le Mexique, mais j'aurais pas eu ces rencontres, ça aurait été totalement différent. Ouais. Et honnêtement, tu peux être, enfin, moi je pense en tout cas, tu peux être dans un endroit qui est pas ouf, qui est pas terrible, mais si tu Si les rencontres gens- des gens super, Exactement. bah tu vas adorer et tu t'en souviendras toute ta vie parce que c'est l'échange qui fait. C'est l'échange, exactement, c'est- qui fait le voyage. Ouais, exactement. Et comme moi, Taïwan, je vis souvent à Taïwan, je reste longtemps à Taïwan pendant mes années, je reste au moins 3-4 mois, 5-6 mois. Et les gens me disent pourquoi Taïwan? C'est nul Taïwan. Ouais. Et pour les gens, c'est nul. Et alors que Taïwan, c'est joli, il y a des beaux paysages, il y a une belle nature, la nourriture est super bonne. Et il faut pas que je dise trop de trucs bien parce que les gens vont venir. Laissez-moi, Taïwan. N'allez pas en Thaïlande. Non, Taïwan. Taïwan, Mais putain. Taïwan, Ouais, ils non, peuvent venir, Taïwan. allez, venez. Mais il y a trop de monde en Thaïlande. mais- C'est pour ça. Donc, du coup, moi, quand je vais à Taïwan, je me sens un peu tout seul. Parce qu'il y a là où dans la ville où je vais, le sud, il y a encore moins d'expats. Et il y a des touristes, mais c'est des Asiatiques. Ce qui fait que je suis tout seul. Et c'est beau, la nourriture est bonne, les gens sont super sympas et ils sont très intrigués par l'étranger, par Ouais. les blancs. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, c'est marrant, tu vois. Et c'est pour ça que j'adore Taïwan, c'est cette hospitalité, tu vois. Et j'ai eu le coup de cœur dès que j'ai posé le pied à Taïwan. Et enfin, dès que je suis pas à Taïwan, ça me manque, tu vois. Là, on est en Thaïlande, donc je suis dans un appartement sympa. Et Taïwan me manque, tu vois. Je comprends. C'est Bah, extra, et c'est puis marrant. aussi, ce que tu dis là, c'est en fait c'est un peu l'effet, un des effets négatifs, je trouve, du tourisme de masse, c'est que par exemple, bah, dans un pays qui commence à être habitué au tourisme, bah, tous ceux qui vont essayer de t'approcher, qui ont l'air gentils, il y a de grandes chances qu'ils veulent t'arnaquer ou alors Il y a un côté il y commercial. a un côté, voilà, il y a un côté, il y a une intention derrière. Alors que quand tu vas dans des pays justement comme Taïwan où ils sont beaucoup moins Accès touriste. ouais, bah, le tourisme est beaucoup moins développé, ils ont beaucoup moins l'habitude, du coup quand ils voient un étranger, ils voient pas un porte-monnaie, mais Ouais. ils sont plutôt curieux et ils viennent vers Ouais. toi et tu as des échanges beaucoup plus vrais. Ouais, c'est ça. Je Parce suis tout à que- fait d'accord. Et parce que c'est ça en fait, bah, depuis que je voyage en Asie, c'est un peu ça qui me dérange par rapport à ce que j'ai vécu au Mexique, c'est que quand tu as des locaux qui viennent vers toi, tu as plus l'impression qu'il y a vraiment une intention derrière, du coup économique, plutôt que de la pure gentillesse, voire avoir un vrai échange avec toi. Ouais. Comme en Californie ou en Nouvelle-Zélande, en Australie. Ouais. C'est des pays qui sont développés, Mm. où le touriste, il y a moins, même la France, hein, l'Europe en général, je pense, Ouais. il y a moins cet aspect-là, tu vois. Il y en a beaucoup qui parlent de l'Europe de l'Est, Mm. qui est très, qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui a priori est vraiment génial. Ouais. Donc il y a tellement à voir et à explorer. C'est ça qui fait c'est ça qui fait un peu la beauté de notre monde et de notre mode de vie, parce que grâce à tout ce qui nous entoure, on peut voyager facilement, tu vois. Non, c'est clair. Les applications, Bah, tu bah, peux booker aujourd'hui- un avion. Mais aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple de voyager, honnêtement. Et même pour toutes les bourses, en Ouais. fait. Parce que justement, ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait envoyé un message sur Instagram et elle me dit mais où tu trouves l'argent? Parce que souvent, on se dit, on voit les gens voyager Ouais, c'est ça. et Bah, on se moi, dit que c'est ça un coûte message que je reçois extrêmement cher. tout le temps. Ou alors, où tu trouves l'argent? Où tu Mais, finances tout ça. en fait, maintenant, ouais, mais maintenant, en fait, c'est tellement facile, tu as tellement des applications pour économiser un maximum. Maintenant, l'avion, avant, ça coûtait extrêmement cher. Maintenant, tu peux. En fait, il suffit d'être flexible, entre guillemets. Donc, évidemment, si tu vas en période où tout le monde est en vacances, tu vas payer le billet d'avion cher. Mais si tu peux te permettre d'être flexible, et notamment en Europe, vraiment en Europe, tu peux voyager pour rien avec les billets d'avion. J'ai vu, enfin, par exemple, tu vas aller en République tchèque à Prague, qui est une très belle ville. je sais Même pas en si tu bus, y as hein, été. non? Même en bus, ouais, exactement. Flixbus, oui. Flixbus, exactement. En Europe, c'est maintenant hyper simple. Bien, ça. Et
bah, l'aller-retour en avion à Prague, j'en ai vu à 30 € quoi, quand Ouais, t'es c'est en ça. période creuse. Donc vraiment, si tu veux voyager aujourd'hui, c'est vraiment simple et ça coûte pas si cher. Tu vois. Et t'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde non plus pour voir de très belles choses et rencontrer de super Ouais, personnes. mais Quoi. c'est ça. Donc, C'est ce que je pense souvent, moi, quand je viens en Asie. Bon, là, moi, c'est ce que je dis aux gens que je rencontre, c'est que je passe l'hiver en Asie ouais. parce que j'ai pas de pull, j'ai pas de pantalon. Non, je plaisante, mais je préfère l'été, en fait. L'hiver, ça me déprime. Ça fait C'est 4 ans que j'ai ouais. pas vécu d'hiver. Et dès qu'il fait un peu froid, j'aime pas trop. On est tous comme ça. Donc, Et puis, oui. Puis c'est toujours, au niveau moral, c'est toujours plus agréable d'avoir le soleil. voilà. Et, Mais après, je peux comprendre, il y en a, ils me disent, ouais, mais moi, je peux pas me passer, parce que l'hiver, il y a Noël, tout ça, et moi, c'est un peu des Oui, périodes non, je que j'aime comprends aussi. moins, et du coup, je passe l'hiver là, mais je suis pas forcément plus riche qu'un autre, au contraire, Ouais. je gagne moins d'argent qu'un smicard, tu vois. Je fais avec ce que je peux, je me débrouille, tu vois, avec, grâce YouTube, là, j'ai sorti un livre là, il y a 2 mois, et j'ai créé un petit programme, un gros programme d'entraînement, mais je bricole pour gagner un peu d'argent et qui me permet de vivre. Ouais, bien sûr. Et simplement, tu vois. Là, on est dans un appartement, ça peut faire rêver, il y a la piscine en haut, mais c'est quoi? C'est 35 € la nuit, tu vois. Alors, Et puis, ça peut être un ouais. peu plus cher que ton budget. Ouais, voilà. Donc, pour moi, c'est trop cher. Mais par exemple, enfin, juste pour reprendre moi mon. Bah, parce que toi, t'es en plein centre de Bangkok aussi. Ouais. Moi, je suis excentré par rapport à Bangkok, donc c'est un peu plus chiant pour les transports. Mais j'ai aussi, du coup, piscine et salle de sport, que vous avez vu si vous avez regardé mes stories sur Ouais, Insta. ouais, ouais, mais- Et je paye 16 € la nuit. Oui, Donc, voilà. tu vois, je paye C'est pas ça. 35, je paye 16 € la nuit. Et bah, mon appart, il est ouf, quoi. Je me sens super bien pour travailler, c'est génial. Et voilà. Après, Dans 2 ans, tu seras dans un 35 €, d'accord? Si on fait le pari de 2 ans. ça marche. Non, mais, tu vois, c'est bizarre, Non, mais- mais moi, c'est pareil maintenant que ça fait plusieurs années que je voyage. Et ben, tu sais, ton standing, il monte. C'est-à-dire que maintenant, je pourrais plus retourner dans une auberge de jeunesse. J'en ai un peu trop bouffé. Tu- Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bah, À un moment donné, tu passeras le cap des 35 €. Non mais c'est ça. Ouais, non mais je comprends. Après, ouais, enfin, j'ai fait 2 mois en auberge de jeunesse, en auberge de Au bout jeunesse d'un là, moment, et là, le plaisir que j'ai eu en ayant ce Airbnb Ouais, t'as était vu. immense, C'est quoi. ça. Honnêtement, c'est. Et mais pourtant, j'ai été dans des auberges de jeunesse où c'était luxueux. Parce que souvent aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que les auberges de jeunesse c'est vraiment pas terrible et il y a que des mecs qui veulent faire la fête et tout. Mais c'est pas forcément vrai, pour ma part, je trouve, parce que j'ai fait des auberges de jeunesse où c'était très luxueux, vraiment, tu te sentais bien. Après, t'as toujours pas l'intimité d'avoir ta chambre, etc. Toujours un peu la pression pour tes affaires et tout, donc ça, c'est un peu chiant. Mais t'as des auberges de jeunesse où c'est luxueux, et pour en avoir fait aussi, bah, surtout à Bangkok, des bonnes auberges de jeunesse, bah, pour faire la fête, en fait, à Bangkok, si tu choisis pas bien ton auberge de jeunesse, tu vas pas faire la fête parce qu'en fait, il y a beaucoup d'Asiates. Et c'est un peu cliché, mais vraiment les Asiates que tu vas voir en auberge de jeunesse à Bangkok, ils sont pas du tout ouverts, pas du tout accessibles. Et les auberges de jeunesse où j'étais, du coup tu pouvais être dans ton coin, il y a personne qui allait t'adresser la Oui, parole. oui, en fait. c'est pas la Si même. t'allais- Mais ça. c'est un peu ce qu'on ressent quand je suis à Taïwan. C'est qu'il y a beaucoup de touristes, mais c'est des Asiatiques, tu vois. Parce que Taïwan, c'est quand même un joyau en Asie, tu vois. La nature est superbe. Donc il y a quand même beaucoup de touristes. Après, pour un Français comme moi, maintenant j'arrive à distinguer un Malaisien, tu vois, un Thaïlandais, d'un Cambodgien, tu vois, tu arrives à distinguer. Après, c'est pas des gens qui vont à Taïwan, mais à Taïwan, il y aura des Chinois, il y aura des Coréens, il y aura des Japonais. Et tu vois que ces gens-là, les Asiatiques, sont pas comme nous. Nous, c'est vraiment une autre Bah, une autre- il une autre y a une mentalité. barrière culturelle qui est Une autre assez barrière, grande. c'est ça. Ouais. C'est pour ça que actuellement je préfère l'Amérique latine à l'Asie parce que honnêtement justement il y a cette barrière quand tu es en Asie, juste le fait de la barrière de la langue. Parce que bah, du coup je parle espagnol donc l'Amérique latine j'ai pas ce problème. C'est tellement plus simple d'avoir de la sympathie avec les locaux justement parce que tu parles leur langue. Et l'espagnol, bah, c'est beaucoup plus simple pour n'importe quel Européen, ou quoique, non, les langues Ouais. d'Europe de l'Est, je m'avance un peu, mais pour un Français, c'est beaucoup plus simple d'apprendre l'espagnol, de communiquer, d'avoir des échanges avec les locaux que si tu arrives en Thaïlande, et voilà, thaïlandais, bon, c'est un peu tendu. Et c'est un peu cet aspect-là qui me manque, parce que des fois, bah, justement, j'ai eu des petits coups au moral, parce que il y a des journées où justement, ça va te saouler, plein de petits trucs qui vont s'accumuler, genre, je sais pas, tu vas chez le coiffeur, le mec il parle à peine anglais, c'est chiant.
Dans ton auberge de jeunesse, même les auberges de jeunesse assez luxueuses, comme je t'ai dit juste avant, la réceptionniste, elle va avoir un accent pourri, tu comprends rien, ou alors elle parle à moitié anglais. Et des fois, quand t'es pas dans le bon mood et qu'en plus t'as du mal à communiquer avec les gens, justement, ça te saoule. Vraiment, c'est un truc qui me casse les couilles. Non, mais en plus, en Thaïlande, particulièrement en Thaïlande, c'est que je sais pas pourquoi, des fois, tu penses que t'es simple, tu parles avec les gestes. Tu cherches une chaise par exemple, et ben, ils vont pas comprendre. Mais c'est vrai. Réfléchis, on est dans un restaurant, tout le monde est assis, je suis debout, je veux une chaise. Et mais ils comprennent pas. C'est vrai. Tu vois, ils ont pas cette... Enfin après c'est peut-être les gens sur qui tu tombes, mais des fois les gens il faut réfléchir. Après c'est sûr. Après il y a aussi, il y a aussi le niveau d'éducation moyen est quand même moins élevé. Dans les pays moins développés. Quand tu vas dans les restos locaux, forcément, ça m'a un peu, c'est un peu surprenant. Je l'ai surtout vu à Bali. C'est dans les restos, souvent les mecs ils vont faire une addition, une soustraction pour quand tu vas régler l'addition, qui va être extrêmement simple. Genre ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un prendre la calculette pour faire 40-8. Oui, je veux dire, en France, t'as pas besoin d'être un as du calcul mental, t'as pas besoin d'avoir fait école d'ingé pour faire 40-8. Donc tu vois qu'il y a quand même une différence d'éducation. Et c'est pas tout le temps simple justement aussi d'avoir accès à des personnes du coup en Thaïlande ou n'importe quel pays d'Asie du Sud-Est qui ont eu le même niveau d'éducation, donc qui savent bien parler anglais et tout. Donc mais de toute façon c'est ce qu'on peut voir avec un pays comme Cambodge, Laos, Thaïlande et Taïwan, Japon, Corée, pays un peu plus riches. Tu vois, c'est complètement différent. Je suis pas allé encore. Et c'est pour ça que moi j'aime bien aller à Taïwan, parce que c'est pas le Japon, parce que je connais pas le Japon, mais le Japon c'est beaucoup plus riche. Taïwan c'est moins riche, mais plus riche que la Thaïlande. Tu vois ce que je veux dire? Ici, quand tu es en Thaïlande, tu te promènes, des fois tu vois les bidonvilles, t'as pas ça à Taïwan, tu vois. C'est plus développé. Et moi c'est ce que j'aime, c'est pour ça que je me sens bien à Taïwan, c'est que c'est plus proche de ce que je connais en France. C'est moins pauvre et les gens sont plus éduqués, tu vois, culturellement. Même si les gens, tu peux pas parler parce qu'ils parlent pas très bien anglais, mais tu sens que, tu vois. Alors qu'ici, genre au Cambodge, tu les vois, les gens, ils jettent des trucs par terre, tu vois. Nous, ça va nous énerver, mais si tu réfléchis un peu, tu te dis que pour lui, c'est normal. Tout le monde fait ça et il a été élevé comme ça, et voilà. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas de conscience écologique, parce que en soi, ça reste un problème de pays riches, c'est de pays développés en tout cas. Et pareil, du coup, le tourisme de masse, là je pars sur l'écologie, mais ça a amené beaucoup de plastique. Parce que ça me fait penser, quand tu vas sur une île, toi tu étais à Koh Lanta récemment, et moi, la dernière île que j'ai faite c'était Koh Rong au Cambodge. Les locaux, à la base, quand il n'y avait pas de touristes, ils n'avaient pas besoin de plastique. Ils ont amené le plastique pour les touristes, parce que c'est la mondialisation. C'est ça, tu prends des fruits à emporter, le machin à emporter. Ils emballent dans leur... Exactement, des fois des bouts de plastique beaucoup trop gros pour ce qu'ils te mettent dedans. Et du coup, le tourisme amène ce problème, et en plus, les locaux, eux, sont pas éduqués au plastique, donc ils vont prendre une bouteille, ils vont la jeter dans la mer, ils s'en foutent, ou alors il va y avoir des fois, souvent tu vois des montagnes de plastique. Parce qu'il y a un gros problème aussi, surtout dans les îles, problème de détritus. Ils savent pas quoi en faire. Exactement. Nous, c'était les problèmes en France ou en Europe qu'on avait dans les années avant le Moyen-Âge, tu vois. Beaucoup de détritus, qu'est-ce qu'on en fait? Donc après il y a eu les égouts, tout ça, et on ne sait pas exactement, tu vas consommer du plastique et tu vas le mettre à la poubelle, et le cheminement qu'il va faire, on sait pas trop. Bon, je pense que si tu te renseignes sur internet tu peux savoir, ça c'est une chance qu'on a parce qu'on peut tout savoir, mais ici soit ils le brûlent tu vois, dans les îles, soit ils le mettent sur un bateau qui part on sait pas où, c'est compliqué C'est clair. Du coup, mais moi par contre, du coup, ce qui m'énerve le plus, c'est quand justement, avant j'étais à Paris, quand j'étais en études, quand tu vois à Paris justement des mecs qui font la même chose, mais des Français quoi, tu te dis mais il y a un problème quand même. Justement parce que quand tu vois à Paris par exemple, des fois c'est dégueulasse, mais tu te dis c'est pas digne entre guillemets de la France quoi, parce que on a assez, même en France, je trouve que de manière générale, c'est dingue, parce que dès qu'il y a quelque chose de neuf, tu vas avoir des gens qui vont dégrader. Tu vois. Ça, c'est une mentalité en France que je déteste, clairement. C'est pas pareil, Et alors que si tu vas, je suis pas allé encore, mais dans les pays asiatiques plus développés, comme à Taïwan, je pense, Japon et Corée,
t'as pas ça. Ça Enfin, tient longtemps les choses là-bas. Ouais, c'est ça, tu vas pas avoir des mecs qui vont foutre le feu à des bagnoles comme pour les grèves en France, qui vont dégrader l'Arc de Triomphe, ça n'existe pas ça dans les pays développés d'Asie. Tu vois. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas... Et c'est ça qui est bien dans le voyage, c'est que, tu vois, tout ce qu'on dit là depuis tout à l'heure, c'est des leçons qu'on a appris en voyageant, Exactement. tu vois. Donc quand tu rentres en France ou dans ton pays, bah tu relativises, ça t'ouvre les yeux Ça c'est clair. et tu te dis, tu comprends. Ça te permet de prendre du recul non seulement pour voir à quel point tu as de la chance de vivre dans un pays aussi développé que la France, et également de voir les côtés plus négatifs. Et c'est quelque chose aussi que tu peux pas vivre, même si tu as l'idée, même si tu sais que le voyage t'ouvre l'esprit, si tu l'as pas vécu, en fait, tu peux pas en prendre conscience. Non, parce non, que c'est ça, c'est... parce qu'en fait, c'est une idée, ça reste abstrait, et du coup, tant que t'es pas confronté au truc, et t'as pas d'exemple concret, donc t'as pas visité d'autres pays pour t'en rendre compte, et bah t'auras jamais ce déclic en fait. C'est moi, j'ai compris la guerre du Vietnam quand j'étais au Vietnam. Ouais. Bah, pareil pour moi pour le Cambodge et les Khmer rouges. Ouais. Donc pareil, exactement. Et pourtant, la guerre du Vietnam, moi je suis un grand fan des films de guerre. Donc je la connais à travers les films de guerre. Mais j'avais la vision américaine, tu vois. Ouais, voilà. Et après, quand tu arrives au Vietnam, ça prend un sens différent. Tu comprends un peu mieux ce qui s'est passé, avec bien sûr le point de vue vietnamien, mais voilà, sans avoir d'avis en te disant je suis pour un tel ou un tel. La guerre, c'est pas bien. Ouais. Mais tu t'arrives à comprendre. Et ça, c'est important, tu vois. Parce qu'on nous apprend la guerre du Vietnam, c'est ça. C'est la guerre. Et il y a tellement de choses, en fait. Et puis, comme tu dis, souvent aussi, quand on va te raconter cette guerre du point de vue des États-Unis, ça va pas être un point de vue forcément très objectif. On va te raconter un peu ce que les États-Unis vont vouloir te raconter. Enfin, c'est du storytelling, quoi. Ouais. Et voilà, donc quand tu vas dans le pays, que tu vois de tes propres yeux ce qui s'est passé et que tu l'as d'un autre point de vue, souvent c'est différent. Voilà. C'est intéressant. Pour ça, il faut voyager. Et oui, voyager les amis. Non mais c'est vrai, c'est le conseil qu'on donne parce que on parlait au début de l'interview de dépassement de soi, mais c'est que là on apprend, ce qu'on dit c'est des choses qu'on a appris sur le voyage, mais on apprend beaucoup sur soi en fait, déjà à la base. Et on grandit, on s'élève et voilà. Moi on en discutait tout à l'heure. Dans la piscine. Et oui, on a été à la piscine. Et oui. Et on a discuté tout à l'heure que moi j'ai gagné grave confiance en fait depuis que je voyage. C'est sûr. C'est voilà, après parce que nous on voyage et on entreprend en même temps, donc c'est peut-être différent. Mais ne serait-ce que quelqu'un qui voyage pour ses vacances, rien que ça c'est déjà génial. Même honnêtement, même si t'as pas de projet d'entrepreneuriat à côté. Je parle notamment du voyage solo parce que je trouve qu'il y a quand même un gap entre voyager avec des potes et voyage solo pour avoir vécu les deux. C'est que voyage solo, t'es vraiment responsable de toi et tu peux compter que sur toi. Alors que même si t'es avec un pote, tu peux te reposer sur lui, entre guillemets. T'as toujours cette sécurité et ce confort. Ouais, et quand t'es seul, du coup là en 2 mois, mais en fait j'ai encore passé un gap parce que tu peux compter que sur toi et toutes les galères que tu as, si tu fais rien pour les résoudre, il n'y a personne qui va les résoudre à ta place. Et vraiment, ça te donne encore tu passes encore un level, je trouve, en confiance en toi. Parce que même si tu n'as pas de projet à côté, le fait de trouver, d'avoir des galères, etc., de devoir faire des choix tout le temps, parce que c'est faire des choix finalement, tu vas prendre confiance en toi parce que tu vas voir que tu y arrives, que c'est pas si difficile. Et en fait, parce que la confiance, en fait, ça se construit, c'est pas inné, et ça s'entretient aussi. Et plus tu vas faire de petites choses comme ça, même qui paraissent toutes bêtes, on va dire prendre le métro à Paris, prendre le métro à Bangkok. Maintenant, c'est peut-être évident pour nous, mais la première fois que tu le fais, c'est pas évident. Ah non, t'as peur. Exactement, mais alors que c'est un truc tout con. Et de faire plein de petits trucs tout con, entre guillemets, qui s'accumulent et que tu vas faire en voyage, au bout d'un moment, tu gagnes en confiance et tu vas dire, mais et ça va être positif pour tous les aspects de ta vie, entre guillemets. Tu dis, t'as fait ton voyage solo, t'as eu plein de galères, à chaque fois t'as trouvé une solution à ton problème, pourquoi je pourrais pas le faire dans un autre projet de vie. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment important. Moi, c'est ce que je ressentais avec les défis que je faisais. Quand je faisais des courses de très longue distance, un peu comme, on va prendre une course simple, assez courte, le marathon de New York, j'ai fait le marathon de New York, et une fois que j'avais fait ce marathon, je me disais, tout ce que je faisais dans la vie, derrière, je me disais, c'est bon, j'ai fait le marathon de New York, tu sais.
je peux le faire, j'ai fait le marathon de New York. Puis après, j'ai fait une course un peu plus longue, la Diagonale des Fous, 170 km. C'est bon, j'ai fait ça, je peux tu vois. Et après, tu gagnes confiance. Et parce que tu as toujours envie d'aller plus loin après, parce que t'as de plus en plus, tu te fixes des objectifs toujours plus grands, et du coup tu dis, bah j'ai fait ça, du coup je peux faire plus. Voilà, non, un marathon c'est rien. Et tu vois, après maintenant, là, ces temps-ci, je fais plus de vélo, et j'ai traversé plusieurs fois la France en vélo. J'ai fait la Californie, le tour de la Californie. Bah pour moi, j'ai pas encore traversé le continent en vélo, mais pour moi, traverser un pays, alors que, tu vois, moi quand je rentre en France, mon seul moyen de transport c'est le vélo, tu vois, j'ai pas le permis, pas beaucoup d'argent, bah j'ai mon vélo. Et je voyage comme ça. Et les gens, je fais 400 km pour aller d'un point A à un point B, mais en plusieurs jours, tu vois, 3-4 jours. Et j'arrive sur place, et t'es arrivé comment? Bah en vélo. Et les gens, ils hallucinent. T'as fait ça. J'ai traversé Taïwan en vélo, il y a 350 km, j'ai fait ça en 4 jours, tu vois, tranquille. Et j'arrive, à tous les gens que je rencontre à Taïwan, je dis, ouais, j'ai mon vélo. Mais t'es arrivé comment? Bah l'avion, Taipei, Kaohsiung en vélo, 300... Ils hallucinent tous. Tu vois, et pour moi c'est normal. Tu vois, non mais c'est clair parce que du coup, toi, tout ce que tu accomplis en fait, qui devient des objectifs de plus en plus grands, ça devient ta normalité après. C'est les standards. Donc, ouais, voilà, ça devient ton standard. Ouais. Et du coup, des personnes qui ont peu confiance en elles, de manière générale, elles vont pas prendre de risques et accomplir beaucoup moins de choses. Bah, un truc qui pour toi est devenu un standard, ça va paraître impressionnant pour elles. Je me rends compte aussi, une échelle un peu plus petite, pareil, c'est que du coup je me déplace beaucoup à pied et pareil en vélo, parce que du coup je suis en faible budget, donc je ne vais pas prendre un Grab ou tout le temps. Puis ouais, c'est vachement cool. Et j'ai fait les ruines d'Angkor au Cambodge à vélo. Moi aussi. Ouais. Et on l'a fait en tandem aussi. Ah bah voilà. On était deux par contre. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai fait 80 bornes. Et tu vois, je dis ça à des personnes, je pense la plupart des personnes vont se dire... Mais c'est énorme, tu vois. Mais moi c'était pareil, on l'avait fait aussi, on avait fait 70 bornes je crois en une journée, on avait fait tous les temples, tu vois, on avait été charbonné et les gens ils hallucinaient quoi. C'est ça, et pareil, par exemple à Phnom Penh, la capitale au Cambodge, j'avais visité Phnom Penh en une journée, j'avais fait 20 km à pied. Et ça peut paraître énorme avec la majorité des personnes qui n'ont pas l'habitude de marcher. Mais en fait tu te rends compte que une fois que tu prends l'habitude, une fois que tu prends cette habitude justement de toujours faire... une étape de plus, quand tu prends l'habitude de faire du sport, n'importe quoi, de faire des choses, tu vas avancer petit à petit. J'ai pas fait 20 km à pied du jour au lendemain, c'est parce qu'avant j'avais l'habitude de marcher beaucoup, et en fait le fait d'avoir un petit budget ça m'oblige en plus à marcher, du coup ça sort pas de nulle part. Donc, et souvent quand tu vois ce qu'accomplissent les gens, tu te dis mais du coup t'es admiratif et tu dis mais waouh, mais comment il a fait, c'est incroyable. Mais en fait il faut bien se rendre compte que le mec il a pas fait ça du jour au lendemain, il a fait des étapes intermédiaires avant. Oui, c'est clair. Et après en fait il élève ses standards et sa norme à chaque fois. Mais voilà, le mec s'il a fait comme toi tu parlais de tes marathons, t'as fait le premier, c'était un plus facile, après tu as enchaîné avec la Diagonale des Fous, etc. Et tu vois. Pour aller avec toi, au début, je savais pas courir 1 kilomètre. Oui, tu vois, c'est ce que je veux dire. Ouais. Ça, c'est pour finir, mais aussi, les gens peut-être qui regardent et qui disent putain, mais lui, il a fait trop de trucs. J'ai 32 ans, tu vois. J'ai pas. T'imagines, j'aurais dit tout ce que j'ai dit là avec ton âge, 22 ans. T'imagines, là, ça aurait été un truc de ouf. Là, j'ai 32 ans, donc je baroude, je fais des expériences depuis que j'ai 16 ans. Tu vois, la première course, j'ai fait à 16 ans, tu vois. Et donc, à 18 ans, j'ai fait mon premier gros truc. Et après, j'ai pas arrêté. Donc, forcément, j'ai accumulé tout ça, quoi. Non, c'est sûr. Après, tu dis que tu as 32 ans, mais il y a quand même pas tout le monde à 32 ans qui a accompli pareil autant de choses. Donc, mais chacun ce que je veux dire, c'est que je l'ai pas fait du jour au lendemain, tu vois. Oui, voilà. Tu vois, oui, voilà, c'est ça. J'ai pas dit, en un an, je vais faire tout ça. Non. Ça m'a pris des années et des années. Voilà. Maintenant, j'ai de quoi écrire un livre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est clair. Tu cumules l'expérience. Moi, ce que je me disais, si je suis pompier de Paris, tu vois, j'ai 9 semaines de vacances. Quand je suis pompier de Paris, j'ai 9 semaines de vacances. Je me dis, mais attends, mais c'est trop bien, ça fait quand même beaucoup de vacances. Les entreprises, c'est quoi, 4 semaines, 5 semaines 5 semaines. Nous, on a 9 semaines de vacances. Alors oui, on est fatigué. Je me dis, mais si chaque semaine de chaque vacances, je me fais un périple,
Mais en 5 ans, donc le contrat chez les pompiers de Paris, c'est des contrats de 5 ans, mais je vais avoir fait trop de trucs. Et toutes les vacances, bam, je prenais mon sac et je partais faire une aventure. Donc j'ai fait le Mont Blanc comme ça, et dès qu'on rentrait, on était enfin souvent je partais avec, tu sais, j'avais des amis, j'essayais de les faire venir parce que c'est pareil, j'ai voyagé tout seul, je l'ai fait, hein, le GR20, je l'ai fait tout seul. En Corse, traverser la Corse tout seul. Mais il y a des voyages, le Mont Blanc, tu vois, je ne me serais pas risqué de le faire tout seul. Donc il y avait, je suis tombé sur un mec qui voulait absolument le faire aussi, donc on a monté le projet à deux, et on partait, et dès qu'on revenait, on était claqués de ouf, tu vois, à la caserne, on était morts. Mais on parlait que de nous à la caserne. Tout le monde nous disait, oh, ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Ouais, mais attends, dès qu'on préparait, c'était impressionnant, on préparait le projet, dans la caserne, les gens se foutaient de notre gueule. Ah les gars, vous n'y arriverez jamais, il y a quand même 4800 mètres. Et on y a 3 fois on y allait. La première, on n'a pas réussi, la deuxième, on n'a pas réussi, la troisième, on y arrivait. Et ben après, pendant 3 mois, on a parlé de nous à la caserne. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent ça, je trouve, pour n'importe quel projet. C'est-à-dire que dès que tu as un projet qui sort un petit peu de l'ordinaire, la première réaction des gens, c'est te prendre un peu comme un fou, ou alors d'avoir la critique facile, te dire ouais, mais c'est n'importe quoi, ou alors de se moquer gentiment, ou pas d'ailleurs, mais ça va être la première réaction. Ensuite, toi, tu t'en fous, tu prépares ton projet, tu fais le truc. Une fois que tu es lancé, et que tu commences à accomplir ça et que les gens voient que en fait, c'est pas des conneries, tu vois, il y a déjà un changement dans l'état d'esprit. Ils vont se dire, ah mais en fait, c'est pas con, ils ont pas fait ça, ils avaient pas que de la gueule, entre guillemets, c'est pas con du tout. Et ça, c'est très important. Et une fois que tu l'as accompli, bah après, c'est de l'admiration. Et dans beaucoup de projets, c'est ça en fait. Au début, on te dit pourquoi tu fais ça, et après, on te dit comment t'as fait. Exactement. C'est vrai, mais moi, ça a été ça. Et en fait, c'est ce que je dis souvent sur ma chaîne YouTube à ceux qui me suivent, je leur dis, si on vous prend pour un fou, c'est que vous êtes sur c'est vrai. Le bon endroit là. C'est que moi, on n'a pas arrêté. J'avais 16 ans, je voulais faire la Saint-Élion, une course qui relie Saint-Étienne à Lyon en nocturne. Donc à l'époque, elle faisait 68 km. Maintenant, elle fait 72. Ils ont dû rajouter les gens, ils aiment bien rajouter des routes en plus. Mais bon, bref, 69 km, je crois, quelque chose comme ça. De Saint-Étienne à Lyon, le départ est à minuit, tu vois. Et j'avais 16 ans, je voulais la faire. C'était l'âge minimum pour le faire. Dans ma caserne, j'étais pompier à Lyon, pompier volontaire. Tout le monde me disait, mais t'es dingue. Bah, ok, je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis je l'ai fait. Puis après, derrière, Vincent, c'est une machine. Bah non, je suis pas une machine. J'ai été complètement nul sur cette course. J'ai mis 10h30, j'en ai chié comme jamais. Les mecs, ils me voyaient comme une machine. Mais c'est parce que c'était mon standard. C'était leur standard à eux. J'étais meilleur. Et pourtant, j'étais l'avant. Tu vois, la diagonale des fous, traverser de la Réunion en courant, j'arrive 8e avant-dernier. Tu vois, je suis dans le bas du panier, tu vois. Bas du panier, tout ce qu'il y a autour, c'est pourri, tu vois. Et 8e avant-dernier, une demi-heure avant la fin de la course, j'arrive, tu vois. Je suis claqué, je suis mort. Et tout le reste de ma vie, on me dit, mais Vincent, il a fait la diagonale des fous. Alors que maintenant, je serais incapable de le refaire parce que je cours moins qu'avant. Et on me prend pour un dieu. Alors que pendant la course, j'ai fait que mettre un pied devant l'autre, tu vois. J'ai rien fait d'autre, fait d'autre. Et pleurer, peut-être prier, et délirer aussi surtout, mais juste un pied devant l'autre. C'est ce que tu es en train de faire là, tu fais quoi là? Tu mets un pied devant l'autre, exactement. Tu avances. Et moi, c'est ma philosophie, c'est d'avancer. Chaque jour, j'essaie de construire une petite pierre qui servira à construire... c'est mon univers, tu vois, les gens me suivent pour ce que je fais, pour ce que je dis, il y en a qui aiment. Donc je continue, tu vois. Je continue, on me soutient et ça te donne envie, tu vois. Mais je pense que déjà tout part d'avoir confiance en soi ou pas, parce que ce qui est vital quand tu fais ce genre de projet, c'est que tu dois te détacher en fait du regard des autres. Dans un sens, tu dois t'en foutre en fait de ce que les gens pensent. Et pour pouvoir t'en foutre, il faut avoir confiance en toi. Et c'est pour ça que je trouve que, notamment pour reprendre la thématique du voyage, c'est que souvent le voyage, du coup, et notamment solo, ça va te permettre si toi tu n'as pas vraiment confiance en toi, à la base, de commencer à créer, à construire cette confiance en toi, et cette confiance va te servir en fait pour le reste de tes futurs projets. Après, je te prends l'exemple du voyage, mais c'est un peu pareil partout. Moi, avant le voyage,
ce qui a commencé à faire que j'ai pris confiance en moi, c'est vraiment le sport, le dépassement de soi par le sport. Et c'est pour ça du coup que je voulais te rencontrer aussi, parce que c'est vraiment une thématique qui me tient à cœur. Ouais. Et parce que j'ai commencé j'ai fait 3 ans de musculation, et avant de partir en voyage, j'ai fait 4 mois de CrossFit, où j'y allais vraiment à fond. Et honnêtement, j'y pense tout le temps quand je suis dans une étape difficile de ma vie. Je me suis dit, j'ai réussi à faire quand tu penses aux exploits, c'est pas le mauvais mot. Le succès que tu as eu pendant. Ouais, c'est ça. Par exemple, faire du CrossFit, je le faisais 4 fois par semaine. Et CrossFit, c'est pas juste courir tous les jours. Et déjà, courir tous les jours, c'est déjà bien. Mais vraiment, le CrossFit, c'est vraiment du dépassement de soi. Et puis, c'est là aussi que tu vois que d'avoir quelqu'un qui te soutient derrière, d'avoir un soutien psychologique, ça fait toute la différence, pardon. Parce que honnêtement, le CrossFit, les séances de CrossFit que je faisais, si je devais le faire tout seul, impossible. Vraiment, le nombre de fois où je me suis dit dans une séance de CrossFit, mais comment je vais faire pour finir la séance, et que je l'ai fini parce que j'avais mon coach derrière moi, j'avais les gens autour de moi qui me donnaient cette énergie. Et c'est incroyable. Et du coup, quand tu accomplis ce genre quand tu fais du sport, vraiment tu pratiques du sport pour te dépasser, et que par exemple là je lance ma propre chaîne YouTube et je veux créer quelque chose, je me dis, je m'en sers comme exemple. Je me dis, mais je l'ai fait en sport, j'étais capable de carburer en sport et d'accomplir mes objectifs, pourquoi je pourrais pas le faire dans cet autre aspect. Donc c'est vraiment un cercle virtueux en fait. C'est lié, hein. C'est lié parce que moi j'ai toujours dit, le sport avec les défis que j'ai fait, c'était un voyage intérieur. Ok, on monte une montagne, Kilimandjaro, il faut monter en haut, mais le travail se fait psychologiquement. Déjà, mentalement aussi. Mentalement, le sport, je trouve que c'est aussi pour ça que c'est un levier de développement personnel. C'est que mentalement, honnêtement, tu vois que justement, c'est ce que je disais par rapport au CrossFit, c'est que tu as ton physique, mais après tu as ce qu'il y a dans la tête, quoi. Donc tu vois, je te dis, ce que je faisais en CrossFit, je suis incapable de le faire tout seul, impossible. Mais le fait d'avoir quelqu'un derrière qui te booste, qui te motive, c'est là que tu vois que ton mental a un pouvoir extraordinaire sur toi. Et quand tu fais justement, tu accomplis des exploits sportifs comme ça, et que au bout d'un moment c'est plus physique, quoi, c'est tout dans la tête, quoi. C'est ça, la tête, l'esprit, l'état d'esprit, pour moi c'est la base de tout, parce que des fois ça part d'une idée, d'une envie, tu sais, t'as un petit déclic, t'as envie, mais pour arriver à ce que tu veux réaliser, que ce soit voyage, tout ce que vous voulez dans votre vie, il va falloir un mental avant d'avoir quoi que ce soit, tu vois. Avant n'importe quel projet, en fait, avant n'importe quel projet, et que tu as envie de réussir vraiment concrètement dedans, si t'as pas l'état d'esprit qui va avec, ça marchera pas, t'as très peu de chance alors, en fait, pardon. Et tu te rends compte aussi, plus t'avances, et plus l'état d'esprit est important, en fait. C'est ce qui te permet de franchir des paliers dans ta vie. C'est ça. Et après tu te raccroches à ça parce que tu te dis j'ai fait ça, donc je suis capable de faire ça. En fait, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pas inné, ça se construit, ça s'entretient. Et c'est pour ça que du coup dans ta dernière vidéo que tu as faite par rapport à ta vidéo motivation, par rapport en fait la clé c'est d'être en mouvement. C'est exactement ça en fait, c'est un déclic vraiment important à avoir. Ça pour moi c'est le plus c'est ça, c'est d'avancer quoi, chaque jour tu avances un peu vers ton projet, ton rêve. Si à chaque fois que tu poses mais ne serait-ce que de quelques centimètres, et t'avances. Après c'est l'effet cumulé, quoi. Tu fais un petit peu tous les jours, et contrairement à ton pote qui fera rien, si tu prends une période de temps d'1 an, si ton pote il a lancé son projet de chaîne YouTube depuis 1 an, qu'il a bossé dessus tous les jours, et que ton pote à côté il a rien fait, évidemment sur le long terme, même si t'as fait une petite action, t'as posé une petite action, sur 365 jours, t'auras appris mais tellement, et t'auras franchi sûrement des caps, et t'auras eu des déclics sur beaucoup d'aspects de ta vie, contrairement à ton pote qui aura pas fait... Tu peux le voir avec... quand t'as commencé ton défi 30 jours, une vidéo par jour, au début t'avais pas beaucoup de vidéos, et la fin du mois t'avais 30 vidéos de plus, tu vois. Ça, exactement. Donc entre une chaîne qui a 20 vidéos et une chaîne qui en a 50... c'est bien. Et je vais te poser une question par rapport à ça. T'as fait une vidéo par jour
donc pendant un mois. ok. Non, je voulais savoir ton évolution. Ouais. T'es parti... Est-ce que tu as vu une évolution par rapport à ton nombre d'abonnés, par exemple? Est-ce que, est-ce que ça a augmenté? Est-ce que tu as gagné à faire ça? C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que tu as gagné à faire ça? Qu'est-ce que j'ai gagné à faire ça? Alors déjà, bah, c'est pour ça que j'avais envie de faire ça dès le départ. C'était déjà, comme tu dis, avoir du contenu rapidement. Parce que bah, voilà, je venais de me lancer, donc les gens qui tombent sur ma chaîne, si j'ai que 2 vidéos... Oui, bah, oui, c'est normal. Ouais. donc c'était pour avoir du contenu rapidement. Et comme bah, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, c'était pour gagner en compétences très rapidement. Parce que j'avais zéro compétence en montage. J'ai pas l'habitude de me filmer devant la caméra. Hein. Bah, pareil, maintenant, ça me dérange pas de me filmer devant la caméra, mais ma première vidéo, j'ai dû me forcer. Oui, voilà, et, c'est comme tout, ouais. c'était compliqué, quoi. Donc voilà. Et donc c'était pour gagner en compétences, aussi être à l'aise à l'oral, donc pour mieux transmettre mes idées. Là actuellement aussi, je me forme pas mal donc, dans le storytelling, dans la persuasion, pour essayer d'améliorer la qualité de mon aisance à l'oral, etc., devant une vidéo. Parce que souvent aussi, tu te rends compte que quand je parle, je me suis rendu compte de ça très hier, je crois, ou aujourd'hui, c'est que quand je parle, quand j'envoie un message vocal, et quand je tourne une vidéo, et ben c'est différent. Dans le sens où quand j'envoie un message vocal, je me sens plus à l'aise. Juste le fait de ne pas avoir quelque chose qui te filme, je me sens encore plus à l'aise. Et je vais mettre encore plus d'émotion, encore plus de... Ouais. Ça va être plus facile pour moi juste de parler au micro. C'est pour ça que je pense que le podcast, ça peut être un format sympa. Bon, après, je ne vais pas trop me disperser. Le format qu'on a là, c'est bien. Oui. Regarde, on va Voilà. demander aux gens. Ouais, non, c'est vrai. Si je suis, ta première interview, Ouais. d'accord? Si je suis la première vidéo interview qui sort sur ta chaîne YouTube, les gens le verront et le diront dans les commentaires. Ouais. Déjà, rien qu'au début de la vidéo, quand tu te présentes, tu parles comme... Moi, j'avais plus Geoffrey avec moi, j'avais le Geoffrey de YouTube, Ouais. tu vois. Et là, maintenant, j'ai le Geoffrey que j'ai vu à la piscine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, Ouais. je répète, on était à la piscine. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, Donc, mais les c'est gens, rien qu'à cette vidéo-là, ils vont voir la différence c'est clair. de comportement. Et c'est normal. Mes premières vidéos, moi aussi, je fais une vidéo par jour, ça fait 2 ans. Et pareil, au début, tu vois, là, quand tu vas revoir mes vidéos, est-ce que tu verras certainement pas de différence entre ce que je suis, entre ce que j'étais là-haut et ce que je suis dans mes vidéos. Parce que maintenant, c'est... J'allume ma caméra, je parle à la caméra. Bonjour à tous, bienvenue dans cette... Je suis pareil. Ouais, c'est normal. Juste un peu plus dynamique peut-être. Mais quand je commence à parler, à dire ce que j'ai à dire, bah je vais pareil, tu vois. Et là, bientôt, tu seras comme ça, tu seras à l'aise. Ouais, c'est vrai. Et c'est bien. Bah, c'est vrai que c'est encore tôt. Ben, j'ai vraiment progressé par rapport à ma première vidéo, c'est sûr. Grave. Mais c'est encore tôt pour que je sois autant à l'aise Ouais, mais que ça quand viendra. je parle justement avec quelqu'un en face à face. Et rien que le C'est fait vrai. de parler à deux devant comme ça, ça discussion, ça va te faire... Non, Ouais, mais c'est bien. ça. Bien. Et franchement, respect, parce que faire des interviews aussi rapidement, tu vois, c'est cool, Ouais, quoi. merci. Non, mais c'est cool parce que ça demande quand même pas mal de courage, tu vois. Genre là, tu t'es lancé, t'as parlé, bonjour, Ouais. je suis avec Vincent. Il faut, tu vois, mais je Ouais, suis personne, moi, mais Ouais, non, mais. il faut le faire, quoi, tu vois. Et d'avoir Je sais cette pas. idée de faire Bah. des interviews, tu vois, il faut l'audace. Mais je trouve que au-delà de je trouve que l'interview c'est quand même cool. Bon après, j'avais pas vraiment peur de faire une interview, même si c'est un format différent parce que ça reste filmé devant la caméra. Et puis en plus justement d'échanger avec toi, Ouais, c'est je pense que je suis encore plus à l'aise que Ouais. quand je fais une vidéo normale. Et c'est super, je trouve que surtout quand tu commences parce que tu vas rencontrer. Déjà ça te permet de rencontrer des gens comme toi Ouais, qui des font la gens. même chose que toi, le fait de m'être lancé sur ce projet. Et en plus, je trouve que c'est super important quand tu fais un projet comme ça, de pas rester dans ton coin. Et, Oui, oui, oui. et du coup, de rencontrer des personnes comme toi, etc., qui font la même chose, ça me permet non seulement de faire du contenu comme ça, du contenu qui varie, parce que je pense que c'est aussi Faut varier, super ouais. intéressant, parce que j'ai l'habitude du coup de faire beaucoup de facecam, de faire des formats où j'échange pas avec je suis peu avec des personnes finalement. Et je pense que du coup ça plaît aussi, ce format, ce type d'interview, parce qu'en plus on parle de plein de sujets et je pense qu'il y a pas mal de choses à retenir et que je pense pas forcément dans une vidéo normale. Et c'est une discussion, donc on peut dévier assez facilement et c'est plus naturel, quoi. C'est bien, puis ça permet. Moi, je sais, quand je regarde ce genre de contenu, j'ai l'impression d'être avec les gars, tu vois. Ouais. Je suis assis avec eux, et souvent,
Ouais, c'est ça, C'est cool, tu vois. c'est comme là on discute tranquillement, c'est comme si toi qui es derrière la caméra, t'étais avec nous, et t'es avec ton petit café, ton petit thé, et Ouais, tu nous écoutes quoi. Donc c'est plutôt cool. Mais vous êtes un peu trop nombreux là, dans mon petit Airbnb. C'est vrai. Et bah merci en tout cas pour cette Bah, pas de problème, je sais Il fait pas nuit, combien mais de temps. Ouais, il fait nuit, j'espère que la lumière c'est pas trop dégueu à la caméra. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, je mets le lien dans la description, donc Vincent Firelife. Là je retrouve le Geoffrey qui est youtubeur. C'est ça. Et du coup, il a aussi écrit un livre, donc si vous êtes Attends, mais intéressé par l'histoire Ah de oui, Vincent. ah voilà. Ah oui, bah voilà. Après, tu peux faire, si vous aimez lire, parce qu'il faut, tu peux faire ta promo. il faut aimer lire, mais ouais. Mais en fait, je suis content parce que aujourd'hui, ce que je disais à Geoffrey quand on était dans la piscine, Encore dans la piscine. c'est que aujourd'hui, j'ai fini la version audio de mon livre. Donc, la version audio qui dure 12 heures. Je t'ai pas dit 12 Ah, heures. d'accord, 12 heures. Donc, je me suis enregistré, je lis mon livre, je lis mon histoire pendant 12 heures. Et c'est marrant quand tu. C'est un exercice qui est pas mal quand tu écris un livre. Bon, déjà, il faut. C'est mon histoire, donc je raconte un peu tout ce que j'ai traversé. Et c'est un peu comme une thérapie, c'est que tu es obligé de revenir sur ton passé, les choses bien et les choses moins bien. Et quand tu fais la version audio, donc que tu te lis face au micro, et ben tu redécouvres ton histoire. Et c'est vachement intéressant. Bon bref, c'était juste... on a encore discuté. Ouais, voilà. Ouais, mon Donc- histoire, bah du coup moi j'adore partager, donc je partage en vidéo sur ma chaîne YouTube, et puis mon livre c'est un complément pour ceux qui me suivent. Et ça me permet aussi de financer un peu mon voyage, parce que ça se finance pas comme ça un voyage. Ouais, c'est sûr. Donc c'est un moyen un peu comme un autre, hein, de gagner un peu sa croûte, on va dire. Hein. Ouais. Un jour il sortira un livre. C'est pas un projet, bon, c'est pas encore. Faut pas que je me disperse encore, faut que je travaille sur ma chaîne, mais c'est quelque chose qui me tente en tout cas. Ouais, bah, c'est bien. Écrire un livre. Il Moi, j'ai encore le temps. Ouais, t'as mais, le temps. De toute façon, il faut cumuler une expérience, je pense, C'est pour clair. écrire. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a grandi, tu vois, aussi. On parle de confiance, mais maintenant que je me dis que j'ai mon livre, je suis en train d'écrire le deuxième. Non, c'est pas vrai, mais je vais me lancer pour écrire le deuxième, et j'ai très envie d'écrire le deuxième. Et parce que c'est pareil, c'est une compétence que j'ai, tu vois, j'ai une compétence. J'ai écrit un livre, je me suis auto-édité, j'ai tout fait tout seul. Et maintenant, bah, je sais faire. Alors pourquoi pas faire le deuxième? Ouais. Comme une vidéo sur YouTube, t'en fais une. Ouais, exactement. Bah, j'en fais une deuxième. Donc du coup, ça serait con de mettre cette compétence de côté et de faire je pourrais faire autre chose, je vais faire autre chose. Et je me dis, mais pourquoi pas continuer d'exploiter cette compétence? Comme une conférence, t'en fais une, Ouais, ça s'est bien, c'est plus clair. ou moins bien passé, bah, pourquoi pas le refaire maintenant que tu sais comment faire? Ouais, c'est ça, oui, bah, c'est toujours la première step. Et ensuite, Step, voilà. Et en plus, c'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. Ouais, c'est ça. Tu commences comme ça, tu commences par un voyage, et voilà, c'est bien. Donc voilà, donc on va vraiment se quitter, je pense que ça a assez duré. Merci N'hésitez- beaucoup les amis, n'hésitez si vous êtes surtout pas. restés jusqu'au bout, N'hésitez surtout pas à commenter la vidéo. n'hésitez pas à dites, liker, partager. Dites-nous si ça vous a plu, parce que Ouais. bon, après c'est important d'avoir des retours, Yes. feedback, savoir si ça vous a plu, parce que c'est vrai que c'est quand même important de savoir si ça plaît. C'est clair. Et puis pour le référencement aussi. Pouce bleu, abonnez-vous à sa chaîne, elle est top. Et abonnez-vous à Vincent aussi. Et puis si vous passez sur ma chaîne, vous dites que vous venez de la part de Geoffrey. Et mes abonnés qui passeront et qui seront encore là, ils diront Geoffrey, c'est un fire boss. Mettez ça dans les commentaires de cette vidéo. Bon, Merci en tout cas. beaucoup Vincent. Ça m'a grave fait plaisir de te rencontrer. Yes. Bah, moi aussi. Et continue ce que tu fais, c'est bien. Merci beaucoup. C'est bien, tu vas en motiver des gens là. C'est que le début d'une Merci. grande aventure. Non, Merci vraiment. beaucoup. Cool. Bon allez, ciao ciao les amis, à la prochaine. Ciao. Et là, non,